Très rapidement, je voudrais revenir préciser un point sur la vitalité de la démocratie. Je disais tout à l'heure, par rapport à la remarque d'André Cheng, que ce qui a fonctionné aux États-Unis, ce sont les institutions. Mais pour autant, les institutions américaines ont fonctionné, mais pour autant, la société reste fracturée. Donc, on n'est pas si éloigné lorsque André Cheng précisait que ce qui est important pour la société chinoise, c'est l'union. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de dire que la société américaine, et ça, c'est son point faible, est considérablement fractionnée. Maintenant, s'agissant du Parti démocrate, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le Parti socialiste français? Je suis plus réservé parce qu'il n'y a pas aux États-Unis une tradition partisane, un peu parlementaire, avec une organisation extrêmement serrée des partis. Et donc, on passe d'un parti à l'autre. Monsieur Bernie Sanders était un indépendant, il est devenu démocrate. Monsieur Trump était démocrate, il est devenu républicain. On voit bien que tout ça est extrêmement mouvant. Ce qui est certain, c'est qu'au sein de la société politique américaine, il y a deux grandes tendances qui se dégagent. On a dit plutôt à droite avec une Amérique plus protectionniste, plus ancrée sur l'Amérique d'avant, et puis une autre Amérique qui est un peu l'Amérique de Madame Cortés, Ocasio-Cortez, qui est une Amérique plus orientée à l'international, plus ouverte sur la réalité. Ce qui m'emmène à parler de la transformation ethnique. Je pense que nous vivons parfois dans nos démocraties un fantasme de l'individu ou du national d'origine. En réalité, et beaucoup plus la société américaine que nos sociétés, mais y compris dans nos sociétés, les choses ne sont jamais figées, les populations ne sont pas figées et les transformations sont ce qu'il y a de plus normal, de logique. Au fond, finalement, l'américain d'origine, c'est finalement pas le blanc européen, c'est le native américain et on voit bien que tout ça évolue. Et oui, on devra tenir compte de l'Amérique qui se transforme qui se transforme au quotidien sur le plan ethnique. Enfin, Biden, est-ce qu'il pourra gouverner sans majorité au Sénat? C'est une tradition des présidents américains. Vous savez, il n'y a pas de fait majoritaire comme nous le vivons en France. Il y a un président qui est habitué à composer avec son Sénat. Nul doute que Joe Biden le fera. Et c'est en cela que son habitude parlementaire, avec plus de 40 ans passés au Congrès, seront probablement un atout. Il n'aura pas le choix, mais il ne sera pas le premier. Obama a fait la même chose. Clinton a dû faire la même chose. Alors, effectivement, vous avez moins les coups des franches, mais bon, il fera avec, parce que finalement, il y a aussi cette mobilité parfois politique des élus américains. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre, en dehors de la question sur les socialistes et les démocrates, il y a d'autres sujets qui sont quand même passionnants. Vous avez la parole. Alors, d'abord, un mot qui va dans le sens de ce qu'a dit M. Beaujour en réponse à M. Cheng. Moi aussi, sur les États-Unis, je me suis borné à constater que les institutions avaient fonctionné. Parce qu'il y aura un président Biden à la Maison-Blanche à partir du 20 janvier. Mais je suis absolument d'accord pour dire que la démocratie est en crise. Et elle est en crise dans tous les pays démocratiques. Il y a le décrochage que j'avais cité des classes populaires et moyennes par rapport à la mondialisation, par rapport à l'Europe. Il y a la contestation de la démocratie représentative par la démocratie directe, qui est effrayante à terme puisqu'elle est technologiquement possible. Et ça serait la dictature de tous sur chacun, minute par minute. Donc il y a une vraie crise des démocraties. Donc je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Cheng sur ce point au début. Toujours sur les États-Unis, je pense que Biden pourra trouver un accord avec l'aile gauche classique, c'est-à-dire Sanders et Warren, mais pas avec les gauchistes. Et moi, je distingue la gauche américaine, la gauche du Parti démocrate et les différents gauchistes qui s'appuient sur des mouvements LGBT, ethniques, etc., ou ce qui est devenu l'activisme féministe aux États-Unis, qui n'a plus rien à voir avec ce que c'était à l'origine. Et là, je pense que ça sera très difficile à discipliner par Biden, d'autant qu'il a besoin de retrouver la capacité d'avoir des accords bipartisans avec ceux des républicains qui ne joueront pas la politique du pire. Alors, il y a une incompatibilité entre les deux. Les démocrates centristes comme Biden commencent à dire
que c'est à cause, non pas de la gauche, mais des gauchistes démocrates, qu'ils n'arrivent pas à avoir la majorité au Sénat. Donc, voilà, c'est plus compliqué pour lui. On a parlé également des questions démographiques, l'évolution des groupes ethniques. Le groupe numéro 1 de loin, c'est les Latinos. Ce n'est pas les Afro-Américains, c'est pas encore moins les Asiatiques, c'est les Latinos. Donc là, il y a une évolution à prendre en compte, notamment dans toute la partie, disons, ouest et sud-ouest des États-Unis. Or, je rappelle que les Latinos ont voté à 30% pour Trump, et pas uniquement en Floride, où ils ont peur, entre guillemets, des communistes, vous voyez. Donc, il y a un phénomène c'est ça qu'il faut prendre en compte dans la longueur. Ensuite, je dirais que je ne vais pas reprendre tous les sujets parce qu'on est à la fin. Je dirais que sur la question, quelle relation transatlantique réinventer aujourd'hui? Quelle relation avec la Russie pour sortir de l'impasse lamentable dans laquelle on est, dont on a parlé tout à l'heure? Quelle relation avec la Chine? La Chine qui a quand même des résultats impressionnants. La Chine, le système chinois ne séduit pas, mais il impressionne. Et il y a cet accord énorme qui vient d'être cité. Vous vous rendez compte que Obama avait négocié un accord génial, États-Unis-Pacifique, que Trump a annulé, ce qui a permis à la Chine d'avoir ce résultat extraordinaire, récent. Bon, donc il y a une dimension indo-pacifique, enfin chinoise et indo-pacifique par ailleurs qui va monter. Sur tous ces domaines, ce pourrait être une opportunité historique pour l'Europe, en fait. Puisqu'on voit bien qu'il y a une demande d'une Europe intelligente qui redonne du contenu au multilatéralisme, qui n'est pas une religion, c'est une méthode. C'est une méthode, mais en fait, elle est plutôt moins pire que toutes les autres. Bon. Donc les Européens, s'ils en avaient la conscience, ils pourraient jouer là dans le monde, surtout dans le monde post-pandémique, vous voyez. Ils pourraient jouer un rôle extraordinaire. Jean-Pierre, vous êtes convaincu de ça aussi. Dans l'année qui vient, dans les 2-3 années qui viennent. Et moi, j'ai peur qu'ils soient inhibés par une sorte de blocage mental, de refus de la puissance. Il ne s'agit pas de refaire une puissance agressive, mais au moins se faire respecter par les autres entités dans le monde. Enfin, il y aurait on peut se dire, parce qu'on est entre amis francophones, là, ce serait le moment d'un gaullisme européen, vous voyez, adapté au monde moderne. Mais malheureusement, ce que je connais, moi, des autres Européens, en dehors d'une dizaine d'intellectuels dans chaque pays, ce n'est pas du tout ça, en fait. On est toujours dans la léthargie stratégique. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour envoyer des impulsions électriques dans le système européen. En tout cas, je terminerai sur cette attente. Merci beaucoup, Hubert. Merci beaucoup à chacun des participants. Nous allons conclure là. Nous avons dépassé un peu notre heure prévue de conclusion. Je voudrais vraiment saluer la qualité des échanges et une certaine forme de franchise où les choses sont posées avec clarté. Au moins, il y a deux sujets sur lesquels semble se dégager une force importante. C'est qu'aux États-Unis, attention à ne pas avoir de jugement primaire, sommaire sur cette élection. Les États-Unis restent inspirants sur bien des sujets, mais ce n'est pas un modèle d'autre part. Donc ne prenons pas les États-Unis comme un modèle, comme une perspective pour les autres. C'est un pays où il se passe des choses étonnantes, quelquefois affreuses, mais quelquefois aussi extraordinaires. On le voit dans leur histoire, leur capacité de rebond. Donc on a forcément une forme de fascination, mais de là à en faire le modèle, soyons prudents. Je pense qu'on est tous assez d'accord sur cela. Et puis, deuxièmement, en effet, que dans notre monde actuellement déséquilibré, voire dangereux, il y a une attente d'Europe, il y a un espace européen, il y a une perspective européenne. Encore faut-il que les circonstances soient réunies pour que émerge cette stratégie, ce leader, ou je ne sais comment porter cette perspective dont a parlé Hubert Védrine, mais qu'on sent dans tous les propos, parce que pour faire bouger la relation avec la Russie, pour avancer sur le partenariat avec l'Inde, pour pouvoir parler avec la Chine, et on voit bien aujourd'hui que la question de l'équilibre est une question très importante, mais qu'il n'y a pas d'équilibre sans force, et c'est peut-être ce qui manque un peu à l'Europe aujourd'hui.